Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour un nouveau numéro de l'Invité de Jérusalem, l'émission d'entretien de Geeks TV. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur l'ambassadeur de France en Israël, Christophe Bigou. Christophe Bigou, bonjour. Bonjour Dror et bonjour à tous. Et merci beaucoup d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Alors, vous êtes venu nous voir à la veille d'une nouvelle année juive. Et c'est une année peut-être un petit peu de tous les périls pour le Moyen-Orient qui s'annonce au moment même où nous parlons des tractations intenses ont lieu à New York aux Nations Unies pour éviter que les Palestiniens ne demandent la reconnaissance d'un État proclamé unilatéralement. On a du mal à un petit peu comprendre quelle est la position de la France. Est-ce que véritablement vous pouvez nous dire comment la France pourrait voter, notamment au Conseil de sécurité ? D'abord, je voudrais souhaiter à tous une très bonne année, Shana Tova, Vemetuka. Et je voudrais dire aussi que la position de la France est assez claire. Elle s'appuie sur 3 principes. Le premier, c'est d'essayer de travailler dans le cadre de l'Union européenne. L'Union européenne n'est forte que quand elle est unie. Elle a aujourd'hui la possibilité de faire entendre sa voix. Madame Ashton était là la semaine dernière. Elle a beaucoup parlé aux Israéliens et aux Palestiniens. Il faut que nous puissions au maximum utiliser cette capacité européenne, ce levier européen. Ensuite, le deuxième élément, qui est également très important, c'est d'éviter une confrontation diplomatique. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque d'explosion, il y a un risque d'explosion sur le terrain, il y a des conséquences graves qui pourraient se produire si la confrontation se déroule à New York. Vous êtes inquiet ? Il y a des raisons d'être inquiet. Et c'est pour cela que notre objectif, c'est in fine d'obtenir la relance du processus de paix. Nous l'avons toujours dit, c'est par la négociation entre Israéliens et Palestiniens qu'on arrivera à l'objectif que nous souhaitons tous, c'est-à-dire 2 peuples pour 2 États. Je souhaite que nous y parvenions. En tout cas, c'est une ambition qui est à la fois légitime et indispensable. Dans l'hypothèse, monsieur l'ambassadeur, dans l'hypothèse qui est tout de même très probable, où les négociations ne reprennent pas dans les jours qui viennent, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, encore une fois, comment la France pourrait voter ? Est-ce qu'elle pourrait voter pour un État palestinien dans les frontières de 67 et déclaré unilatéralement, puisque c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui ? Pour l'instant, la question n'est pas de savoir pour quoi ou pour qui la France votera. Ce n'est pas là notre priorité, et encore une fois, nous n'avons pas perdu espoir de trouver une solution qui soit conforme à notre souhait. L'union de l'Europe, la relance du processus de paix, éviter une confrontation diplomatique. Et c'est dans cet esprit-là que le président de la République, qui, comme vous le savez, est à New York, que le ministre, M. Alain Juppé, qui est également à New York, vont, avec les uns et avec les autres, avec toutes les parties concernées, chercher activement à trouver une solution. Est-ce que vous pensez que, et d'ailleurs Alain Juppé a insisté sur ce point, sur la nécessité d'une position unique des 27 membres de l'Union européenne, est-ce que vous pensez que c'est possible ou est-ce qu'on est là dans le domaine de l'utopie un petit peu ? Non, ce n'est pas de l'utopie. C'est une ardente nécessité. Nous y travaillons. Je sais que c'est difficile. Bien sûr, chaque pays a sa sensibilité sur ce sujet. Chaque pays a son histoire. Mais je crois qu'il est possible de travailler ensemble sur des éléments qui fassent avancer. Nous voulons avancer. Nous voulons que la paix, le processus de paix reprenne. C'est ça notre ambition principale. C'est au service de cette ambition que nous travaillons très activement ces temps-ci à New York, mais cela fait des mois déjà que nous travaillons au niveau des capitales avec les uns et les autres. Monsieur l'ambassadeur, à lire la presse française, la grande presse française, on a un petit peu l'impression que, dans l'opinion publique en France, dans la presse française encore une fois, Israël est considéré comme le responsable du blocage actuel. Or, le gouvernement actuel, Benjamin Netanyahou, a un petit peu opéré un changement idéologique important pour lui en acceptant ce principe des 2 États pour les 2 peuples. Il a gelé les constructions dans les implantations dans les territoires de Jude et Samarie pendant 10 mois. Alors les Palestiniens n'ont accepté de négocier qu'au 10e mois quasiment. Et aujourd'hui, on est véritablement dans une situation de blocage. Or, comment vous expliquez que la presse en France accuse le gouvernement israélien d'être à l'origine de ce blocage ? C'est à moi de commenter la presse et les médias. C'est quand même un petit peu curieux. En revanche, ce que je peux dire, c'est que pour ce qui est des autorités françaises, nous avons salué le discours, qui était le discours de M. Netanyahou, qui était tenu à Bar-Ilan, lorsqu'il a dit très clairement qu'il était favorable à un État palestinien.
Et c'était un geste important. Nous connaissons son histoire, nous connaissons d'où il vient, et c'était un geste, encore une fois, très important. Et donc maintenant, il faut bâtir là-dessus, puisque à la fois Israéliens et Palestiniens sont favorables à un État palestinien. La question n'est plus du principe de cet État palestinien, mais la question est comment y arriver, comment définir les contours de cet État. Et comme nous savons que de part et d'autre, il faudra faire des concessions, il faudra faire des compromis, il faudra prendre des risques, la meilleure manière d'y arriver, c'est par la négociation. En cas de vote, encore une fois, aux Nations Unies pour l'État palestinien, vous avez évoqué tout à l'heure votre inquiétude. Est-ce que vous pensez véritablement qu'on est à la veille d'un éventuel embrasement de la région ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que cette région est hypersensible, qu'une petite étincelle peut provoquer des dégâts considérables. Et c'est pour ça que nous devons tout faire pour éviter qu'il y ait cette petite étincelle. C'est un travail acharné, mais c'est aussi la beauté de la diplomatie. À travailler au service de la paix. Vous parlez du caractère très, très sensible de cette région. On en a eu récemment plusieurs exemples, notamment au Caire, l'assaut donné à l'ambassade d'Israël dans la capitale égyptienne. Comment, en tant que diplomate, en tant qu'ambassadeur, vous-même, vous avez réagi à ces images ? Nous avons condamné cet assaut. Les autorités égyptiennes ont fait le maximum pour garantir la sécurité de l'ambassade. Je sais qu'ils sont en discussion aujourd'hui avec les Israéliens pour permettre le retour de l'ambassadeur d'Israël en Égypte. Pour nous, la relation entre Israël et l'Égypte, cette relation fondée sur l'accord de paix de Camp David, est essentielle. C'est la clé de l'avenir dans cette région. Donc, nous sommes au contact des uns et des autres pour faire en sorte que cette relation reste forte, reste solide. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, monsieur l'ambassadeur, que cet assaut donné à l'ambassade d'Israël au Caire, que la détérioration des relations israélo-turques, israélo-jordaniennes aussi un petit peu, vous n'avez pas l'impression que le pessimisme des Israéliens quant au printemps arabe, finalement, se justifie aujourd'hui sur le terrain ? Alors, le printemps arabe, il faut le voir, je crois, de manière un peu globale. Parce que c'est vrai, si on regarde les manifestations de la rue, les manifestations récentes, celles dirigées contre Israël en Égypte, si l'on regarde effectivement la détérioration des liens avec la Turquie, on peut comprendre qu'il y ait lieu d'être inquiet. Mais si vous regardez le paysage de manière un peu plus globale, vous constatez que le régime de Kadhafi s'est effondré, et on sait combien le régime de Kadhafi a joué un rôle déstabilisateur pendant des années, pendant des décennies. Donc ça, c'est quand même un point très important. Quand on regarde au nord d'Israël, la Syrie, on voit quand même aussi que les forces de liberté sont actives, que chaque jour, les manifestants sont là. Et ça aussi, c'est quand même un signe d'espoir. Alors, il faut regarder le paysage globalement, prendre ces éléments en compte, regarder aussi l'impact de ce printemps arabe sur un pays comme l'Iran. Mais vous êtes et l'Iran, vous le savez, reste... la situation en Iran ? Ce que je sais, c'est que l'Iran est d'évidence une menace pour la sécurité du monde. Et vous le savez, sur ce sujet, le président Sarkozy est très définitif. Avec les Israéliens, avec les Américains, avec les Européens, nous sommes très actifs pour lutter contre ce risque de prolifération. Donc, il faut aussi avoir en tête qu'un jour, peut-être, le printemps arabe, c'est-à-dire ce réveil démocratique, ce réveil des peuples contre les féodalités, les clans, une administration archaïque, eh bien, ce printemps arabe aussi pourra gagner un jour l'Iran. La formule printemps arabe, automne ou hiver islamiste, ce n'est pas une formule qui vous semble pertinente ? Je ne le crois pas. Je l'ai entendu ici en Israël. Et je comprends qu'il y ait des inquiétudes. Et nous n'avons pas caché dès le début qu'il pourrait y avoir des difficultés. Parce que nous sommes dans une phase de transition. Les régimes se cherchent. Les élections sont encore à venir. Donc c'est une phase compliquée, une phase délicate. Mais je crois que ce serait trop rapidement dit que d'en déduire que ce printemps arabe ne va pas réussir. Je pense qu'il a libéré la classe moyenne, il a libéré les femmes dans le monde arabe, et il est trop tôt pour juger du résultat, mais ce qu'on voit déjà, c'est que les anciens régimes archaïques n'ont plus lieu d'être. Les répressions contre les peuples n'auront plus lieu d'être. Ces dictatures que nous avons connues pendant des décennies
n'auront plus lieu d'être. Et ça, pour une démocratie comme Israël, je crois que c'est important, au-delà des risques sécuritaires dans le très court terme. Monsieur l'ambassadeur, on va rentrer dans une année juive qui sera marquée également par des enjeux électoraux très importants pour la France. Bien sûr. Et des enjeux électoraux... Cela ne nous a pas échappé. Ça ne nous a pas échappé. Des enjeux électoraux qui auront des répercussions ici même en Israël, puisque évidemment pour les élections présidentielles, les Français d'Israël sont bien évidemment appelés à voter, mais également, et c'est nouveau, pour les élections législatives, puisque pour la première fois, des sièges sont réservés à des circonscriptions de Français établis à l'étranger. Et dans l'une de ces circonscriptions, Israël joue un rôle important dans le corps électoral de cette circonscription. Comment vous suivez est-ce que vous suivez de près cette campagne électorale qui parfois a pris des tons un petit peu rudes? Je la suis, évidemment. C'est très important. C'est la première fois que les Français d'Israël peuvent s'exprimer directement pour élire un député à l'Assemblée nationale. Et ce que j'ai pu voir en regardant sur les blogs, par les amis, beaucoup d'amis de part et d'autre, j'ai pu voir qu'il y avait un exercice très démocratique, très intense, une parole très libre, pas toujours pleine d'affection, c'est vrai. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a de la vigueur. Ce que j'espère, c'est que, au final, le maximum de Français ici s'inscriront, il faut le faire d'ici la fin de l'année, et le maximum de Français iront voter. C'est un geste démocratique important. Il faut que leurs paroles puissent être entendues. Dans ce contexte, est-ce que cette année électorale, est-ce que cette ouverture pour les Français d'Israël, est-ce que vous ne craignez pas finalement que la question du conflit israélo-arabe, israélo-palestinien ne s'invite un petit peu trop dans un enjeu électoral qui reste quand même très franco-français? La question israélo-arabe, c'est une question centrale de toute diplomatie. Toute diplomatie qui se respecte veut contribuer au règlement de ce conflit. Pourquoi? Parce que ce conflit a une dimension symbolique évidente, mais il a aussi des conséquences très directes pour la sécurité des uns et des autres. Et ce conflit s'invite, je dirais, au dîner de chaque Français. C'est un sujet dont on parle. Un petit peu trop, c'est un sujet vivant. Non, on n'en parle pas trop. Il faut en parler. Il faut en parler, mais si possible en connaissance de cause. Et c'est très difficile parce que c'est un conflit qui est, malgré les apparences, complexe, c'est un conflit ancien et où il y a beaucoup de paramètres qu'il faut bien saisir. Mais non, moi je n'ai pas peur de ce débat, même de cet excès de débat dont vous parlez. D'accord. On va parler d'un sujet très récent. La société israélienne a été choquée il y a quelques jours par un terrible accident de la route. Une jeune Israélienne de 25 ans, Liz Aitouni, a trouvé la mort. Il s'est avéré que le chauffeur ne s'est pas arrêté pour lui venir en aide et qu'il a pris la fuite et qu'il a quitté le pays pour rentrer dans son pays d'origine qui se trouve être la France. Je sais qu'une manifestation est prévue devant vos locaux, ceux de l'ambassade de France en Israël à Tel Aviv. Comment vous gérez cette situation? Est-ce qu'on peut espérer que les responsables de cette tragédie soient extradés dans les semaines qui viennent? Ce que je voudrais vous dire d'abord, c'est présenter mes condoléances à la famille de Liz Aitouni. Ça a été pour nous tous un choc de voir cette jeune femme, je crois qu'elle a 25 ans ou 26 ans, fauchée par cette voiture. Je vais demain aller voir sa famille à côté de Beit Shean pour lui présenter mes condoléances, mais aussi les condoléances des autorités françaises. Car je crois que l'opinion israélienne, mais aussi les Français, ceux qui ont été au courant, ont été également choqués. Il y a eu beaucoup d'émotions. Alors, il y a le temps de l'émotion et il y a aussi le temps de la justice. Moi, ce que je peux dire ici, parce que j'ai été en contact avec la police israélienne, la police française, la justice israélienne, la justice française, c'est qu'il n'y aura pas d'impunité. Il n'y aura pas d'impunité. La justice et la police française, clairement, vont coopérer de manière très active avec la justice et la police israélienne pour qu'il n'y ait pas d'impunité, pour que la justice soit rendue. C'est ça le point essentiel. Le reste, ce sont des procédures juridiques dans lesquelles je ne veux pas entrer parce que c'est très compliqué, très complexe, c'est encadré par des conventions, par des règles, mais l'essentiel c'est que la justice soit rendue et qu'il n'y ait pas d'impunité, qu'on soit français ou israélien.
À ce niveau-là, la coopération entre les services de police des deux pays est Elle satisfaisante. elle est excellente. Elle est excellente. On arrive presque au terme de l'entretien, monsieur l'ambassadeur, donc on est à la veille d'une nouvelle année juive. C'est peut-être aussi un petit peu l'heure du bilan pour vous, pour les relations bilatérales entre nos deux pays, notamment dans les domaines économiques, dans les domaines culturels. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette année? J'ai retenu que cette intimité, cette confiance qui existe entre nos deux pays est forte. Et on parle souvent de politique. La politique, c'est important, c'est essentiel. Et moi, je pense à des événements que nous avons par exemple organisés à Tel Aviv ou ailleurs. Je pense au cinéma, je pense aux livres, je pense aux rencontres audiovisuelles. Ça, je dirais, cela a toujours existé. Mais c'était plus fort, plus exubérant peut-être que jamais. Et il y a une autre dimension qui elle est plus naissante, c'est qu'aujourd'hui, je sens quand même, chez les entreprises françaises, un intérêt pour le marché israélien, pour ce qu'on appelle la Startup Nation, pour les nouvelles technologies. Et je vois beaucoup plus d'entreprises, y compris des grands groupes qui jusqu'à présent avaient été réticents, venir ici, voir s'ils peuvent investir, s'ils peuvent avoir des partenariats avec ces jeunes créateurs israéliens pour ensuite aller vendre en Inde, en Chine, dans ce marché mondial qui s'ouvre à nous. Et ça aussi, c'est, je crois, très prometteur. Nous allons continuer à travailler. Nous allons avoir, dès le 5 décembre, en 5772, l'année juive prochaine, nous allons avoir à Paris un grand événement qui sera consacré aux nouvelles technologies. Nous aurons beaucoup d'entreprises françaises et israéliennes, et nous aurons les ministres de l'industrie et les ministres français et israéliens qui seront aux commandes. Qu'est-ce que vous pouvez vous souhaiter pour cette nouvelle année juive qui commence maintenant? Eh bien, je souhaite beaucoup d'espoir, de paix. Je crois que une fois qu'on a parlé de culture, d'économie, il faut aussi penser plus loin, à l'avenir. Et je crois vraiment, dans cette région qui paraît si violente, cette région qui paraît si difficile, il faut que de part et d'autre, il y ait cette énergie nécessaire pour faire les compromis, prendre les risques et avancer vers la paix. L'absence de paix est, je crois, le risque le plus grave qui pèse aujourd'hui sur Israël et sur son avenir. Monsieur l'ambassadeur de France en Israël, Christophe Bigot, merci mille fois de nous avoir rejoints. Merci pour vos vœux. Merci Dror. Et à très bientôt, j'imagine. Encore une fois, Shana Tova, Bemetuka, les Koulam, bonne et douce année à tous nos amis. Et merci beaucoup pour ces quelques mots d'hébreu, bravo. Merci, monsieur l'ambassadeur, et à très bientôt sur le plateau de GSM TV. Merci à vous pour nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de l'invité de Jérusalem. Restez avec nous pour la suite de vos programmes, et notamment pour l'actualité. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de l'invité de Jérusalem. À très bientôt.